la marche chez Oulari. Je vais dire Sbarrir. La baisse. Et le reste, ça sera tout en français, hein, je m'excuse. Donc je viens de l'Université Lyon 1, je viens vous présenter un petit peu ce qu'on fait autour du e-learning dans notre université et ailleurs, après les tendances. Alors le hashtag vient d'être donné, si vous voulez me retrouver sur Twitter, je viens de tweeter le lien vers la présentation que j'utilise. Hop, voilà. Alors aujourd'hui, vous savez, on est dans le numérique. Alors je ne sais pas en Tunisie, mais en France, 80% des bébés qui naissent ont déjà leurs photos sur Facebook. Donc on est vraiment dans le numérique. Même la mode maintenant, c'est carrément l'échographie avant la naissance. On a carrément droit à l'échographie du 3e mois. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais voilà. Donc on est vraiment dans le numérique. On grandit dans le numérique, on vit avec le numérique. Donc on va prendre un café entre les amis, on va prendre, ça a été pris à la Marsa, non on va prendre une photo entre amis, on va au restaurant entre amis, vous voyez. On va au musée entre amis. On utilise ça, on fait une discussion autour d'un verre, on tweet, on prend en photo, vous prenez tous en photo les plats qu'on mange, ce qu'on boit aussi, on prend une journée sympa avec les copains, une discussion avec la copine. Donc ça, c'est les évolutions qu'on voit. Alors je clique, ça, voilà. On conduit aussi avec les smartphones de plus en plus, mais tant mieux parce que bientôt les voitures se conduiront toutes seules, on n'a plus besoin de les conduire, donc ça libérera un peu de temps. J'ai pris cette photo, c'est une évolution sur les événements publics entre 2005 et 2013, donc on a des évolutions assez rapides. Vous voyez en bas, tout le monde maintenant, quand on a des événements publics, a son smartphone, son téléphone. Et nous dans les écoles, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Tunisie, on interdit les smartphones à l'école, on interdit les smartphones au collège, on interdit les smartphones au lycée. Et à l'université, on a un peu plus de mal, mais bon, on est encore dans cette tendance-là. Et malgré cette évolution, on est toujours dans un imaginaire collectif. Ça, c'est une infographie tirée de 1900, comme on voyait l'an 2000 en 1900. Et on est dans cet imaginaire où on suffit de mettre des étudiants devant une machine et on va avoir des machines à apprendre. Et on est resté un peu dans cet imaginaire-là. Je reprends une autre image. Voilà. Ça, c'est Les Sous-doués passent le bac. C'est un film des années 80, c'est pareil. Les étudiants, ils n'étaient pas bons. On les met dans une machine à apprendre. S'ils apprennent bien, ils ont une sucette. S'ils apprennent pas bien, ils prennent des baffes. Et donc, on voit souvent les technologies de la formation avec suffit de mettre les étudiants devant une machine et ça va marcher tout seul. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça peut marcher. Alors, je ne vais pas vous la faire longue, mais apprendre, c'est tout un ensemble de notions. On est mis en face d'informations. Si on est assez motivé, ça va générer des activités, on va rentrer en interaction pour faire une production, et tout ça, c'est un contexte pédagogique. Si ça vous intéresse de détailler un peu tout ça, sur la présentation, vous avez des liens, vous cliquerez sur les liens, et ça, ce petit schéma-là, on vous l'explique pendant une petite demi-heure. Donc, mais là, en gros, je vais faire plus court, parce qu'on m'a dit que j'avais que 20 minutes. Donc, on est en phase d'information. Les informations, aujourd'hui, elles augmentent de plus en plus. Je ne sais pas si ça va bien. En bas à gauche, vous avez les encyclopédies auxquelles on avait accès avant, au siècle dernier, dans les années 2000. On n'avait pas toutes ces informations. C'est le volume d'informations qu'on trouve sur Universalis, sur les encyclopédies papier. Et le grand diagramme à côté, c'est ce qu'on trouve rien que sur Wikipédia. Donc les étudiants ont accès à de plus en plus d'informations sur Internet. Vous avez accès à de plus en plus d'informations sur Internet. Et ces informations, elles augmentent de jour en jour. Elles augmentent de jour en jour. Je vous ai mis quelques statistiques, vous pourrez les retrouver en cliquant sur le lien à droite. C'est tout ce qui se passe en quelques secondes. Tout ce qui se passe en quelques secondes sur Internet. Il y a plus de 30 000 photos qui sont déposées sur Facebook. Il y a énormément d'informations qui se passent. Et donc, on voit qu'on n'est plus dans des informations figées, mais on est dans un flux d'informations. Vraiment, on baigne dans un flux d'informations. Et ça, il faut apprendre à gérer ça, à travailler de plus en plus en mode flux. Il y avait ce tweet-là aussi qui est assez impressionnant de l'INRIA, l'INRIA. En 2016, en 2 minutes en 2016, on produira plus de données que dans toute l'année 2003. En 2 minutes en 2016, on produira plus de données que dans toute l'année 2003. Donc il faut apprendre à gérer ça, il faut apprendre à stocker ça, il faut apprendre à faire ça. Et on est dans un monde qui évolue de plus en plus vite. 65% des jeunes lycéens feront un métier qui n'existe pas aujourd'hui dans leur vie. 65% des jeunes lycéens feront un métier qui n'existe pas aujourd'hui dans leur vie. Par exemple, développeur d'applications sur smartphone, il y a 10 ans, ça n'existait pas trop. Vendeur de DVD, ça existe de moins en moins en Europe. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ça existe de moins en moins. Loueur de cassettes VHS, ça a disparu. Bref.
Donc on est sur des choses qui évoluent. T'as un nouveau métier que j'ai vu là, il n'y a pas très longtemps au Japon, ils travaillent, j'ai vu qu'il y avait des imprimantes 3D en bas, sur comment imprimer une maison en 2 jours. Donc là, ils sont sur des prototypes d'imprimantes pour imprimer des maisons, 48 heures, 150 mètres carrés sur 2 étages. Donc ça sera un nouveau métier, programmeur de maison à imprimer. Voilà, donc c'est quelque chose qui évolue vraiment. Dans ces flux d'informations, alors il faut que je vous dise où pour faire cliquer ma présentation. Voilà. Dans ces flux d'informations, il y a énormément d'informations qui sont liées à la ah bah là ça va être trop vite, mais c'est pas grave. À la vidéo, on trouve sur YouTube énormément d'informations. Est-ce que vous savez combien le volume de vidéos qui se dépose sur YouTube en ce moment? En ce moment, on est à 5 jours de vidéos déposées par minute sur YouTube. On est à 5 jours de vidéos déposées par minute sur YouTube. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a 4 jours où on voit des chats qui tombent des chaises. Ok? Donc c'est pas vraiment intéressant. Mais si vous cherchez un petit peu, il y a énormément de cours, d'informations dans tous les domaines, dans toutes les langues. Enfin, dans toutes les langues, je ne sais pas, au moins en français et en anglais. Pour ceux qui sont intéressés par la chimie, là, derrière, il y a l'université de Nottingham qui fait des trucs fabuleux. Vous connaissez le tableau de Mendeleïev, vous cliquez sur un des éléments et vous tombez sur une vidéo sur YouTube qui explique l'élément, comment il est construit, comment il est produit. Et vous avez un cours élément par élément. Donc il y a des ressources pédagogiques qui sont fabuleuses. Mais ce n'est pas parce que c'est du savoir, ce n'est pas parce que c'est de l'information que c'est de la formation. Hein, on a plein d'informations, donc il faut aller appréhender ça, il faut les chercher, il faut les retrouver. Donc il y a énormément de chaînes maintenant qui existent sur YouTube, et à tel point qu'on commence à voir des profs qui ont ce qu'on appelle, qui font de la pédagogie inversée. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, imaginons que je sois prof et que vous êtes étudiant, on est dans un schéma classique, je fais de l'enseignement, je vous donne une information, et vous allez apprendre soit maintenant, il y en a qui vont comprendre des choses maintenant, il y en a qui vont prendre des notes, ils vont retravailler chez eux, reprendre mon SlideShare et apprendre à distance. Donc on fait l'enseignement en présentiel et l'apprentissage à distance. C'est déjà un peu le cas. La pédagogie inversée, c'est quoi? C'est, je vais vous mettre, au lieu de faire une présentation comme ça, je vous aurais mis une vidéo, vous aurez vu la vidéo avant, et ensuite on se fait des petits ateliers, on aurait travaillé, on aurait fait l'enseignement à distance avant, et l'apprentissage en présentiel. Donc il y a tout un mouvement pédagogique qui est en train de se développer autour de ça. Donc on joue sur la notion de distance et de présence, de synchrone et d'asynchrone. Donc là, il y a même dans les petites classes, hein, ça c'est l'exemple d'une prof au Québec, non au Canada, et pas au Québec, au Canada, dans un collège. Une prof de maths, vous irez voir, il y a plein de choses d'information. Et pour pouvoir avancer dans le e-learning, il faut avoir les bons outils, sinon on fait un peu de surplace. Donc il y a tout un tas d'outils maintenant qu'on peut utiliser pour aller chercher les informations, réutiliser, agréger des sites, pas forcément dans l'institution, mais en dehors de l'institution. Donc ça permet d'avancer sur tout ça. On peut publier ses CV, enfin il y a plein de choses à faire sur une petite boîte à outils bien utile, je ne sais pas si vous connaissez, IFTTT, qui permet de paramétrer, de gérer tous les flux entre les différents outils qu'on dispose. Pour vous donner une idée, rapidement, dans mon équipe, il y a 5 personnes qui travaillent sur le développement d'une plateforme qui permet de diffuser des cours. Ça, c'est la première version de 2003 avec plein de boutons dans tous les sens. En 2008, on avait retravaillé un peu l'ergonomie pour faire quelque chose d'un peu plus accessible. En 2010, on avait fait une application Flash. En 2011, on avait sorti la version mobile, voilà, donc qui permet aux étudiants d'accéder à leurs cours, leurs contenus, leurs agendas, faire les exercices, les vidéos, etc., etc. Et pour vous donner une idée, ça c'est la dernière version, voilà, en HTML5 depuis 2012, on ne voit pas bien les chiffres. Donc il y a 15 000 cours en ligne à l'université, hein. Dans notre université, il y a 40 000 étudiants pour 2000 profs. On ne voit pas bien les chiffres, mais il y a 16 000 questionnaires, qui sont des activités, des quiz, qui ont plus de 200 000 questions pour exercer les étudiants. Il y a plus de 40 000 vidéos de cours, etc., etc. Donc ça, c'est réservé aux étudiants, ils peuvent travailler là-dedans. Ça, c'est dans l'université. Et pour vous donner une petite idée des connexions juste pour l'université, je cherche la zapette. Voilà, ça c'est une évolution un peu sur plusieurs années des taux d'utilisation, les différentes versions de plateformes qu'on a utilisées, les trafics estimés jusqu'en 2016. Et on voit une évolution chaque année sur nos serveurs entre 20 et 30% des usages par jour. En ce moment, on est, ça serait plutôt par là sur la deuxième ligne avant le bleu foncé, on est à 20 000 utilisateurs jour sur les serveurs juste pour nos étudiants. Donc si on regarde bien, il y a plus d'étudiants qui viennent sur les serveurs que des étudiants qui viennent sur les campus maintenant.
Donc physiquement, déjà, on est même dans l'université, dans du e-learning, même si c'est en complément de ce qu'on appelle du présentiel. On n'est pas à 100% à distance. Pour utiliser ces choses-là, toutes ces informations, donc il faut être motivé. Un des facteurs intéressants qui apparaît avec le numérique, je ne vais pas redéfaire un cours sur la motivation, c'est tout ce qui tourne autour de l'identité numérique de l'étudiant. Vous allez pouvoir produire des choses dans votre cursus et pouvoir les présenter sur les réseaux sociaux, les présenter sur les net. Alors, je ne sais pas si vous utilisez sur Facebook ou des réseaux professionnels. Une partie de la production que vous faites pendant votre formation, dans l'idée de chercher du boulot ensuite, de vous faire connaître. Et de plus en plus de recruteurs maintenant utilisent ces choses-là pour recruter. Donc ça, c'est quelque chose de motivant. Ce qui change aussi, c'est les activités qu'on peut proposer. Vous irez voir si ça vous intéresse ce prof-là. C'est François Jourde, qui est un prof de philosophie à Bruxelles. Comment il utilise les nouvelles technologies de e-learning pour motiver ses étudiants à utiliser à réfléchir sur la philosophie. Ce n'est pas que des scientifiques, ce n'est pas que de l'informatique, on peut utiliser dans différents domaines. Il y a aussi des profs qui se regroupent entre eux pour élaborer des scénarios. Comment utiliser Twitter en classe, apprendre à écrire au CP jusqu'à faire des scénarios un peu plus compliqués en master. Il y a plein de scénarios qui existent, se sont regroupés, il y a plein de sites qui existent. Donc on observe ce qui se passe sur Internet. Maintenant, les profs innovants partagent, échangent leur expérience, donc on peut trouver des choses en regardant ce qui se passe. On peut créer pas mal d'interactions. Alors là, c'est assez intéressant. Il y a trois... Hop, je vais aller trop vite. Problème avec la zapette, moi. On peut faire pas mal d'interactions. Il y a 3 niveaux d'interaction. Aujourd'hui, on est une communauté. C'est le cercle gris. Vous connaissez le niveau de la classe, le groupe, des petits groupes, 20-30 dans une classe. Le prof, il sait gérer, il sait communiquer, il sait vous parler, il sait vous donner des informations. Dans une communauté, comme là vous êtes aujourd'hui, on est un peu plus. Il faut trouver des outils un peu plus grands que de se parler. Il faut utiliser des mailing lists, il faut aussi utiliser les réseaux sociaux, des outils communautaires. Et le grand cercle autour, c'est l'outil, c'est le réseau, c'est le monde entier. Et aujourd'hui, quand on fait de la formation, on a ces 3 dimensions-là. On peut utiliser ces 3 dimensions-là. Les outils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas adaptés. Un tableau noir, une craie, c'est adapté au premier cercle. Déjà au deuxième, on a beaucoup plus de mal, et au troisième, ce n'est pas possible. Cognitivement, on est capable de gérer 132 contacts. La moyenne, vous êtes capable de vous rappeler de 132 personnes, nom, prénom, vous l'avez connu, le lien de parenté ou de professionnel que vous avez avec, c'est 132, c'est des études de sociologie qui ont fait ça. On sait identifier 132 personnes. Bon, il y en a un peu plus, d'autres un peu moins. Donc on a besoin aussi de ces outils-là quand on veut communiquer, on veut échanger, des outils des réseaux sociaux pour nous aider parce que nos cerveaux sont limités à gérer ça. Et de plus en plus, on voit des formations, je vais en parler après, où on sort de cette structure classe, on sort de la structure communauté, et vous avez des cours à plusieurs centaines, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'étudiants. Donc les réseaux, le tableau noir est dépassé, donc on utilise d'autres types d'outils. Vous avez une petite explication là-dessus. Donc on change pas mal la dimension. Juste pour vous donner quelques illustrations de ça, si vous êtes sur Facebook, il y a une page par exemple qui s'appelle Microbiologie, pour les étudiants de microbiologie qui partagent, qui a été faite par un de mes étudiants. Donc la slide est un peu vieille parce qu'ils ont dépassé les 80 000 fans. Et d'ailleurs je vous annonce, les plus de fans, c'est la ville de Tunis qui sont les plus représentés. Donc c'est un étudiant en microbiologie qui fait de la curation, qui filtre toute l'information autour de la microbiologie, qui la présente sur Facebook. Donc ça permet aussi de diffuser des informations dans des domaines bien précis. Et vous voyez les stats, elles sont fluctuantes en fonction de l'activité qu'il met sur son site. Au titre de scénario, on produit des vidéos, on fait produire par nos étudiants des vidéos pour illustrer des parties de cours. Vous chercherez sur Facebook, sur YouTube, les 2 dernières en bas, c'est les vidéos produites par les étudiants de François Jourde en philosophie, où il prend des films de Bollywood, des bandes annonces de Bollywood, et il demande aux étudiants de sous-titrer les vidéos comme si l'acteur était Karl Marx, Spinoza ou un philosophe célèbre. Et donc les étudiants s'approprient la vidéo, s'approprient la philosophie de la personne et ils font ça sur Facebook. Il y a plein de choses aussi qui changent, c'est les contextes d'apprentissage. Plein de nouveaux contextes sont en train d'apparaître. Donc aujourd'hui par exemple, c'est une façon de diffuser des savoirs qui change des façons normales. On alterne des présentations en plénière, des ateliers, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des barcamps qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour diffuser des savoirs, où c'est très participatif. Des MOOC, des cours massivement ouverts en ligne.
des Fab Labs, on a des mondes immersifs, etc., etc. Donc il y a tout un tas de nouveaux contextes d'apprentissage, d'échange de savoir qui sont en train d'apparaître dans le monde entier. Par exemple, c'est toutes les nouvelles technologies qui utilisent cette réalité augmentée. Donc là, par exemple, ça c'est pour un BTS de logistique, ils apprennent à... C'est des interfaces tangibles, je dépose des étagères, j'ai un QR code sur les étagères, un vidéoprojecteur par-dessus, je modélise mon environnement et je vois les chariots élévateurs qui se baladent dedans. Donc là, pour les étudiants, c'est quelque chose de plus tangible. Ça, c'est une classe en bas à gauche, de travail pédagogie par projet. Donc vous voyez, on n'est plus les salles alignées avec des ordinateurs. Les étudiants sont par groupe, peuvent travailler par groupe, peuvent échanger. Les ordinateurs sont un peu enfoncés, ils peuvent discuter, se voir. Le prof peut prendre la main sur les écrans, voir ce qui se passe. En haut, je teste un outil de réalité augmentée où j'ai 2 écrans comme ça, des lunettes, et je vois en stéréoscopie un moteur 3D que je peux déplacer. Donc il y en a tout un tas de nouvelles instrumentations qui apparaissent. Ah, je vais aller trop vite là. Je parlais de la danse à cartage tout à l'heure, enfin je reviens. En médecine, on utilise des robots pour apprendre, par exemple, ça c'est en bas à gauche, c'est la photo du robot. On programme le robot, donc c'est un humanoïde à 1m80. On simule les battements du cœur, la respiration, le pouls, etc., etc. On peut lui faire des piqûres, on peut lui mettre un masque à oxygène, on peut lui faire plein de choses, même le défibrillateur. On met ça en salle de simulation. On programme pour un AVC, une crise cardiaque, etc. Et les étudiants doivent soigner le patient comme s'il s'agissait d'un vrai robot. Tout est enregistré. Le prof a une tablette, il note ce qui se passe, il a oublié de faire la piqûre, il a bien fait la piqûre, etc., etc. Et ensuite, on fait du débriefing. Alors, soit le débriefing en présentiel, soit les étudiants rentrent chez eux, on le fait par Hangout, la visio de Google, ou par Skype. Donc, il y a toute une pédagogie par simulation qui est en train d'apparaître. De plus en plus, on développe des environnements pour faire la simulation. Donc ça peut être aussi des métiers assez basiques. J'ai vu des simulateurs pour apprendre à faire de la soudure sur 2 blocs de fer, pour apprendre à mettre des enduits sur les murs. J'en ai vu un la semaine dernière pour mettre la peinture sur les murs, etc. Donc ça s'adresse vraiment à tous les métiers. Et donc il y a une pédagogie spécifique par rapport à ça. Chez les pompiers en France, j'ai visité un centre de simulation. C'est un immeuble de 3 étages où on peut mettre le feu où on veut, la fumée comme on veut, et on prépare des séances comme ça. En réalité augmentée, j'ai vu jeudi dernier à Laval Virtual, le salon de la réalité augmentée, des étudiants qui avaient fait une simulation en réalité augmentée sur la danse de Carthage. Il paraît que vous avez une danse à Carthage, non? Vous êtes au courant ou pas? Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc ils avaient modélisé des objets, imprimé des marionnettes en 3D, ils avaient modélisé en motion capture la danse, et ensuite dans l'iPad, sur l'environnement, on voyait la danse se réaliser. Hop. Et la grosse évolution qu'il y a eu en la rentrée 2012, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est l'évolution des MOOC, Massive Open Online, les cours massivement ouverts en ligne, autour d'une plateforme qui s'appelle Coursera, qui a fait 3 millions d'inscrits en quelques mois, où on met gratuitement des bouts de cours sur Internet, en anglais et en français, je ne sais pas s'il y en a en arabe. Et donc, vous pouvez vous inscrire à ces cours. Et la spécificité, c'est que ça ne dure que quelques semaines, ce n'est pas tout un cursus, et ça vous donne un certificat. Et l'autre spécificité par rapport aux formations classiques, vous payez que si vous voulez avoir le certificat. Donc le modèle économique, il est là, le plus gros cours, c'est 300 000 inscrits. Donc vous avez tout un catalogue de cours accessibles, donc il y a plusieurs plateformes qui se sont développées. Et là, on a une séance de brainstorming avec nos enseignants à l'université, c'est-à-dire comment nous, on va faire qui a envie de faire des projets MOOC, quel projet, comment vous voulez scénariser, l'adapter, quel modèle économique vous voulez faire. Pour vous, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant dans ce modèle-là. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Et pour aider les enseignants, ou si ça vous intéresse, on a ouvert un MOOC pour apprendre à faire les MOOC. Et vous avez l'adresse qui est ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et ce qui est intéressant aussi dans les dans les MOOC, c'est que vous n'avez plus un diplôme, mais vous pouvez avoir des petits bouts de diplôme avec un badge. J'ai passé tel niveau de PHP, telle compétence, tel machin. Vous pouvez l'afficher sur votre LinkedIn, sur votre Facebook. Donc il y a cette nouveauté aussi par rapport au diplôme. Avant, on s'inscrivait pour avoir un diplôme. Là, on peut avoir des petits bouts de compétences. Et ça va dans l'accélération, je disais au départ, où les métiers vont de plus en plus vite, où les choses bougent de plus en plus vite. Ben là aussi, on peut avoir un petit bout de formation, montrer qu'on a des petits bouts de formation, montrer qu'on a cette compétence-là et l'afficher.
Il y a autre chose aussi qui est intéressant dans les phénomènes de MOOC, c'est que le prof n'a plus le temps d'aller voir sur les 300 000 inscrits par exemple dans un cours. Moi j'ai un MOOC avec 600 participants, je n'ai pas le temps d'aller voir individuellement chacun des participants. On propose des activités où c'est la communauté qui évalue la production des participants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la première fois où moi je vois mes enseignants à moi qui disent j'ai appris quelque chose par un ordinateur. Parce que jusqu'à présent, on a tous appris dans un modèle, on va dans une école, on va en présentiel avec des profs qui vous délivrent ce qu'on appelle du transmissif, qui vous transmettent des savoirs. Et là, on est sur de nouveaux modèles, une nouvelle façon d'apprendre. C'est pas évident pour les enseignants de se projeter là-dedans, parce que ça fait 40 ou 50 ans qu'ils sont dans ce modèle transmissif, donc il faut en sortir. Depuis tout jeune, même vous un petit peu, quand même, depuis la maternelle, on vous apprend à écouter l'enseignant, à écouter le professeur. Donc là, c'est une prise de conscience avec ces MOOC. J'ai des profs qui sont venus me voir assez récemment en me disant « Oh, j'ai appris sans un prof devant moi ». Et donc, on est sur cette prise de conscience-là. Et ce qu'on voit apparaître aussi, c'est les nouveaux opérateurs de transfert de savoir. Il n'y a pas que les écoles, il n'y a pas que les universités. Vous devez connaître la Code Academy qui propose des cours de code. Vous avez la même chose sur Facebook qui est sorti. Vous avez un gros opérateur qui est en train de se mettre en place, c'est YouTube, avec le programme, pour l'instant c'est juste en anglais, ils recherchent, je ne sais pas si vous êtes inscrit à la Khan Academy des cours de maths sur YouTube, et ils recherchent des mêmes contenus que Khan Academy, mais dans toutes les matières. Maths, physique, chimie, géographie, histoire, etc., etc. Et ils ont lancé tout un programme de studio vidéo. Donc en fonction du nombre de vues, si vous êtes inscrit sur YouTube, vous avez une chaîne. En fonction du nombre de vues que vous générez sur votre chaîne et le nombre d'inscrits, d'abonnés que vous avez sur votre chaîne, vous pouvez accéder à un studio gratuitement de YouTube pour améliorer la qualité de vos contenus, pour accéder à des contenus. Donc pour l'instant, il y en a 3 qui sont ouverts, Los Angeles, Londres et Tokyo. Je crois qu'il y en a un 4e à New York qui est en train de se monter. Et on a accès à tout un tas d'informations pour créer des contenus sur YouTube. Dans les universités, enfin chez nous, on va installer aussi un studio comme ça où les profs vont pouvoir enregistrer des petites séquences pour mettre dans les MOOC, pour mettre dans leurs cours, pour venir illustrer les cours. Donc la vidéo prend de plus en plus d'importance sur les réseaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'on a énormément de cours qui sont accessibles. Et donc, je me suis rendu compte pendant mon MOOC à moi, en gérant un peu mon MOOC à moi, que d'autres profs, d'autres institutions reprenaient le contenu qu'on mettait à disposition, reprenaient les scénarios qu'on mettait à disposition et refaisaient cours par derrière. Et une fois, donc, on faisait un hangout comme ça, une visio, on est tombé dans une salle de classe, il y avait 50 personnes, où pendant que nous on parlait, c'était une salle qui était derrière. Donc on peut recontextualiser, reprendre les contenus. Donc il y a un vrai travail éditorial à faire de la part de vos enseignants. Les enseignants, alors s'il y en a dans la salle, ils vont être contents. Leur métier ne va pas disparaître. Au contraire, il y aura un nouveau métier où il faut reconnaître tous les flux qui existent pour pouvoir les gérer et passer l'information. Ce qu'on va apparaître, c'est pour introduire un peu le sujet après, c'est l'utilisation des robots en salle de classe. J'en ai déjà parlé tout à l'heure rapidement quand on fait de la simulation. Il y a 15 jours, 3 semaines, on a pris ce petit robot-là, qui est un robot de téléprésence, qu'on met dans les lycées. Pour l'instant, on est sur une expérimentation de 3 robots de téléprésence qu'on va mettre dans les lycées. L'étudiant est malade, il ne peut pas aller en classe, il prend la main sur un robot et il pourra assister à la classe, participer aux activités en classe. Alors vous allez me dire, ouais, mais on pourrait mettre un Skype, ça coûterait beaucoup moins cher. Là, l'intérêt, c'est d'évaluer l'impact sociologique de cette liberté de déplacement dans l'établissement, de cette liberté de déplacement ou d'intervention dans la classe. Ce n'est pas une machine posée au fond de la salle. Et les interactions qu'on peut avoir entre les élèves et le robot. Et donc, il y a un avatar physique d'un étudiant qui est ailleurs. Et disons, les premiers résultats sont plutôt probants, où tout de suite, après, on a un robot qui a une bonne bouille. Tout de suite, les étudiants rentrent en empathie avec le robot qui est l'avatar et tout de suite, ils voient le copain qui est derrière et puis la machine très rapidement. Donc, ça permet d'avoir des nouveaux scénarios aussi. Si ça vous intéresse, il y a tout un mouvement qui est en train d'émerger. J'étais en octobre à Robotswords en Corée, en Corée du Sud. Il y a plus de 3 millions de robots dans les écoles en Corée. Vous avez plusieurs types de robots. Vous avez des petits robots en bas à gauche là-bas. Ça, c'est des robots assistants. C'est une tablette qui est dedans, une petite tablette.
ou non, c'est un smartphone. Donc le robot, il peut marcher, se déplacer. Et la CPU, c'est le smartphone. On parlait d'applications payantes. Donc ils sont en train de développer tout un tas d'applications pédagogiques, des petites classes de la maternelle jusque dans les lycées, les universités, autour des petits robots comme ça. Vous avez au milieu, ils développent des gameplays, des choses comme ça pour que le robot se déplace sur des cartes avec des dés en Bluetooth, il exécute des actions. À droite, c'est un robot prof. Le prof s'occupe d'un groupe et délègue des utilisations à d'autres robots. Donc voilà, des robots assistants, des robots pour les petits avec les smartphones. Donc c'est toute une nouvelle économie qui est en train d'arriver autour. Alors au-delà des robots, c'est tout ce qui tourne autour des objets connectés. Donc il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver. Ça, c'est des vieux modèles, qui ont déjà 3-4 ans, qui sont déjà un peu dépassés. Mais c'est les plus présents en Corée. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est qu'avec ces nouvelles technologies, il faut repenser la notion de présence et de distance, redéfinir les espaces. C'est-à-dire, en ce moment, il y a beaucoup d'écoles en France qui ont arrêté de construire des amphithéâtres où les grands-messes, comme on fait aujourd'hui, seront plus que ponctuelles, mais ça ne sera plus le standard du cours. On va créer d'autres espaces. Alors, vous cherchez sur Google tout ce qui se passe autour de ce qu'on appelle des learning centers, des MOOC factories. Donc, refaire des espaces différents pour que les étudiants viennent travailler en groupe, qu'ils soient instrumentés avec des interfaces tangibles, avec des petits bouts de robots, des simulateurs, des choses comme ça, pour venir travailler et augmenter le présentiel. L'idée, c'est qu'on peut faire des choses à distance, mais si on vient en présentiel, ce n'est pas que pour écouter quelqu'un, parce que je pourrais le discours que je suis en train de vous faire, vous allez sur YouTube, vous allez entendre, j'ai déjà fait ces discours, vous pouvez les reprendre. Là, l'idée, c'est, et ce qu'on va faire après, à la pause café et tout ça, c'est qu'on va pouvoir discuter, interagir, montrer des choses. C'est augmenter le présentiel. Donc, les technologies... Ah, j'ai dépassé le temps ? Excusez-moi. Donc, on est sur les mouvements de redéfinir les espaces. Mais je ne voyais pas le temps dans le noir, je m'excuse. Hop. Donc, les initiatives... Et donc, pour faire simple, résumer une synthèse, avant, on était en présence avec un prof qui vous donnait des savoirs. On commence à avoir des gens qui travaillent en groupe. Et maintenant, avec toute cette nouvelle technologie-là, on va vers ce qu'on appelle le connectivisme. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations, tellement de données. C'est à vous, chaque étudiant, de se construire son réseau de savoir et passer par un relais. Je ne sais pas qui, mais je sais qui connaît et qui peut me renseigner. Et donc, il y a toute une nouvelle évolution qui se fait avec ces technologies-là et pallier avec les objets connectés qui sont en train d'arriver pour augmenter les séances de présentiel. Là. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci.